Je vais juste brièvement présenter l'artiste que nous avons eu la chance de pouvoir inviter ce soir, David Claerbout, qui est à mes côtés. Il est né en Belgique, il vit et travaille à Anvers et à Berlin. Et ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est que depuis les années 90, pardon, il développe une œuvre... Oui, peut-être, oui. Une œuvre depuis l'âge de 9 ans, certainement, mais une œuvre inspirée par la photographie, c'est depuis les années 90, qui va vers d'autres pratiques artistiques, vers quelque chose qu'on pourrait peut-être appeler la photographie élargie. Il a très tôt expérimenté aussi avec les techniques numériques. Et il montre notamment à quel point l'opposition historique des caractéristiques du cinéma en tant qu'image en mouvement et de la photographie en tant que moment arrêté est aujourd'hui brouillée. Et si son œuvre se tient loin du dispositif cinématographique de la projection, il montre ses films muets ou parfois avec son comme ce soir, mais muets pour la plupart, dans l'espace ouvert du White Cube, comme on dit, en fait des musées, l'espace éclairé des galeries. Et il le montre en général en boucle, sauf s'il s'agit d'une œuvre monumentale qui a la durée de 1000 ans, comme Olympia, dont nous avons parlé cet après-midi. On a pu appeler ces œuvres, par exemple dans une exposition de 2004 à l'Académie der Künste à Berlin, des films. Donc très tôt, c'est l'animation de l'immobile qui fait la marque, on pourrait presque dire, de ces créations artistiques et qui surprend surtout par ces mouvements infimes qui surgissent lentement et qu'il faut avoir la patience, le temps d'observer. Je vous rappelle, pour ceux qui ont eu la chance de voir les expositions de David Claerbout, dans les pièces comme... Tu me corrigeras ma prononciation, Roorloe Bokurloschweg, 1910, mon néerlandais, mon flamand, de 97, The Stack, ça sort mieux, de 2002, ou encore, on en a parlé tout à l'heure, The Bordeaux Piece, de 2004, aussi une sorte de film, mais à partir d'une architecture s'intéressant justement aux lignes et à ce qui est immobile, un point de départ, une sorte de dialogue avec les objets aussi et l'architecture, ou encore Long Goodbye, une pièce française en 2007, ou une autre œuvre, également une animation 3D, Oil Workers Returning Home from Work de 2013, ouvrant vers quelque chose toujours qu'on pourrait appeler avec Barthes le punctum de la photographie, ou quelque chose que Raymond Bellour dans un texte a appelé quelque chose qui touche au trauma individuel. Et si cette œuvre est souvent classée dans le domaine de la photographie ou de l'art numérique ou encore de l'installation vidéo, il faudrait quand même souligner qu'on peut ajouter à ces pratiques et techniques artistiques une expérience de 15 ans en tant que dessinateur lithographe, au sein d'une longue vie, et une expérience de dessinateur depuis l'âge de 5 ans, 3 ans, 9 ans, de manière continue. Et ça nous intéressera peut-être particulièrement ce soir, cette pratique quotidienne du dessin et cette expérience de dessinateur lithographe. Reconnue internationalement, l'œuvre de David Claerbout est présente dans les collections des musées du monde entier, du Walker Art Center à Minneapolis, au Centre Pompidou à Paris, au Städelmuseum Francfort, et représentée par plusieurs galeries. Je vous recommande, si vous vous intéressez à son œuvre, le site de l'artiste qui est vraiment une sorte d'hétérotopie, je dirais, pour s'y promener. Ce soir, on va voir une version courte, une sorte de director's cut, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on est pressé, même si on va voir avec attention une animation donc réalisée en 2016 en HD, librement empruntée à un classique de dessin animé, The Jungle Book,
Et le décor de la forêt de Disney est ici imaginé comme un monde dans lequel les animaux se comportent non pas comme des humains, mais par des animaux. Je vais peut-être pas en dire plus. On va aussi pouvoir discuter après. On va pouvoir s'intéresser à l'équipe des professionnels, des techniciens avec lesquels tu travailles. On a à peu près 3/4 d'heure pour discuter. On va plus tard ouvrir aussi vers le public. Et je voulais tout de suite rebondir sur la présentation en fait de ce film, The Pure Necessity, de cette animation, qui existait au tout début dans une version en noir et blanc. Si je ne me trompe pas, c'était une œuvre commanditée par le Städel-Museum à Francfort. Et donc, le premier titre était allemand, Die reine Notwendigkeit, en 2016, et une projection une monoprojection en tant qu'animation 2D, 60 minutes. Alors, j'ai deux questions. La première porte sur le titre parce que, passer du titre allemand, Die reine Notwendigkeit, vers The Pure Necessity, qui nous semble-t-il est aussi une citation d'une chanson provenant du film, mais dans le film c'est The Bare Necessity. Donc, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce jeu, sur ce titre? Et deuxième question, elle enchaîne en fait sur l'élaboration du film. Le projet initial était de créer une animation 3D qui aurait été ramenée à une technique de 2D, donc avec l'aspect qui se rapproche du film d'emprunt, du film de Disney. Quelle a été finalement la technique choisie pensée du point de vue de techniques plus ou moins opposées. Si on compare la technique classique de l'animation avec des couches de cellulo, le dessin animé, c'est vraiment une technique où on anime image par image et on dessine, on superpose des couches. Alors que l'animation 3D, c'est une création qui ressemble peut-être plus à l'animation de marionnettes. On crée des personnages, des figures et on les anime. Donc, comment est-ce que ce processus s'est mis en marche, en fait, cette décision de revenir à une technique de dessin animé? Bon, d'abord, avant que le Städel venait pour exprimer leur enthousiasme au projet, qui est toujours le meilleur incentive de commencer quelque chose, c'est quand tu rencontres des gens qui sont enthousiastes et qui te donnent le courage de commencer. Avant ça, c'était en fait une commande pour un hôpital d'enfants à Bruxelles. Mais bon, ils avaient des ennuis et je n'entendais plus rien, mais j'avais déjà investi pas mal de fonds dans cette pièce et je me disais, c'est un peu la logique, maintenant on a commencé, où est-ce qu'on arrête? On n'a rien, mais si on continue, on aura peut-être quelque chose. C'est toujours la même logique qui peut produire des drames. Hein. C'est pas toujours la bonne décision. Mais je l'avais quand même prise, donc de continuer. Et Städel nous ont aidés à réaliser. Et en ce qui concerne la transition entre les animations 3D et le retour à l'animation classique, j'ai rencontré tout de suite, très vite, un problème auquel je n'avais pas pensé. C'est que je demandais à des animateurs qui sont habitués
exprimer le plus vite et le plus efficacement possible de la vie dans les lignes inanimées. Donc ils exagèrent, ils font certaines ça, ils font dans la couleur, les têtes, etc. Mais je leur demandais d'enlever, en fait, je leur demandais d'enlever la vie du film. Hein. Je voulais faire un peu le négatif de l'original de Disney, qui pour moi était comme c'est comme un gâteau trop sucré. Hein. C'était plein d'énergie, mais de l'énergie très vite épuisée, évidemment. C'est les années 60, c'était une grosse production. À l'époque, c'était la production la plus chère de Disney. Et j'avais remarqué, entre autres, que pendant que tout le monde a à juste titre une vraie admiration pour les animations qui ont été faites dans The Jungle Book, parce que ça peut toujours entrer en compétition avec n'importe quelle autre animation. Il n'y a rien qui n'est pas très bien fait dans l'origine. Enfin, c'est le meilleur du meilleur. Sauf que l'arrière-plan, c'est un peu moins travaillé, même si on... En fait, c'est très bien peint, hein, l'arrière-plan, mais il y a quand même une vraie différence entre la finition de l'arrière-plan et l'argent, et l'effort qui a été investi dans l'original. Et donc, ce que nous avons fait, en fait, au début, on a pas mal triché. On a trouvé ou cherché, je ne sais pas si on a écrit le programme nous-mêmes, ça je ne me souviens plus, mais on a trouvé ou écrit un programme qui avait comme mission d'enlever tous les caractères animés et de retenir que l'arrière-plan. Donc on a filé tout le film de Disney dans ce programme-là. Ça donnait des résultats assez étranges, hein, assez déformés. Mais quand même, ça, c'était le chapitre facile du boulot, c'était enlever donc tous les caractères animés et de se retrouver avec que les arrière-plans. L'arrière-plan... Les personnages animés. Oui, les personnages animés étaient tous partis. Et les arrière-plans, finalement, c'est une répétition de quelques arbres, quelques plantes qui reviennent à chaque fois dans le film. Ensuite, ça c'était vraiment la grande difficulté, c'était de comment est-ce qu'il faut faire un film dans lequel il ne se passe strictement rien du tout, et où j'aimerais faire sentir un espace entre 1968 et aujourd'hui. Comme si ces animaux avaient été en retraite depuis l'époque de 68 et n'avaient strictement rien fait, sauf que se balader dans la forêt. Et là venaient dans mon aide les études que j'avais faites dans des zoos et dans des parcs animaliers pendant 1 an à peu près, avec ma caméra, essentiellement pour un autre projet. Et c'est comme ça que vont les idées. Hein. J'avais un autre projet en tête, je travaille pendant 1 an, et puis un jour, je pense que c'était sur YouTube, ou je ne sais pas, j'entends cette chanson, ou cette fille. Je ne sais pas pourquoi je écoutais cette chanson de la fille avec à la fin. C'était comme un cauchemar, je n'étais pas certain si c'était un cauchemar ou quelque chose de cartoonesque. Je me disais, tiens, ça doit quand même faire à peu près 45 ans que j'ai plus entendu cette mélodie, et je la reconnais tout de suite. Hein. C'est probablement le même avec tout le monde, donc je voulais en fait travailler avec cette mélodie qui est entre répétition, cauchemar, et en même temps fait pour les enfants et adultes pareil. Donc c'était ça, c'est comme ça que l'idée m'est arrivée. Et c'est avec l'aide du producteur que j'ai réussi à commencer. Sinon, j'aurais jamais eu le courage, je pense,
Mais je savais que ça allait prendre beaucoup de temps. Mais quand même, ça m'a... C'est une pièce qui m'a appris vraiment une leçon. C'est que quand tu vas aussi loin dans la discrétion et je ne voulais pas qu'on voit trop que ce soit un nouveau film. Je voulais que la plupart des gens, et effectivement, je pense qu'ici aussi dans la salle, beaucoup de gens pensent que c'est une appropriation, plus ou moins, qu'il a effacé certaines choses, mais ils ne voient pas tout de suite, immédiatement, que c'est entièrement redessiné. Et cette discrétion m'a coûté cher, c'est-à-dire que c'était un effort énorme pour finalement une pièce qui a peu d'énergie. C'est ce que je recherchais, c'est d'avoir une énergie qui est comme le contraire de l'énergie qu'auraient les enfants, hein, quand ils réagissent sur tout et n'importe quoi autour d'eux. D'ailleurs, ça a été erratiquement, parfois, été programmé comme un film d'enfant. Mon film, vous imaginez, avec les parents et les enfants. Donc ils tapaient les parents, quoi. C'était la révolte. Ben voilà. Revenir sur le titre du pardon, film. J'ai pas expliqué. Oui, j'ai pas expliqué. Bon, ça, je ne me souviens plus entièrement d'où sort le titre, mais c'était en effet parce que Francfort produisait. Je me disais, tiens, je vais l'écouter aussi en allemand. Et c'est intéressant parce qu'en 68, c'est, disons, 24 ans après la Seconde Guerre mondiale. Et c'était intéressant les changements qu'ils avaient fait par rapport à l'anglais. Hein. Et The Bare Necessities était traduit en Versuch's mal mit Gemütlichkeit. Et je disais, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas très bien dans cette traduction-là. Il y avait comme ça plusieurs choses. Et je pensais que c'était peut-être quelque chose typiquement à l'époque, en Allemagne, peut-être. Et de là est venue die reine Notwendigkeit. Donc je vais effacer tout ce qui est vie. Et tout ce qui est vraiment la danse, le rythme, et je vais produire une hybride entre documentaire de zoo, où les animaux effectivement s'ennuient, et la mémoire du film original. Et donc gentiment ça s'est traduit en The Pure Necessity quand on l'a traduit en anglais. Puisque die reine Notwendigkeit n'aurait pas eu un grand futur dans le monde globalisé. Moi, je voulais, si on revenir sur ce titre et peut-être et sur la chanson dont j'apprends qu'elle a été vraiment au départ du projet, parce que bon. J'ai regardé cette chanson qui est aussi la conclusion du film de Jungle Book de Disney, et qui est une chanson, enfin, on ne peut pas faire beaucoup plus patriarcale que cette chanson où la jeune femme dit papa est à la chasse, maman est à la cuisine, je dois aller chercher de l'eau jusqu'à ce que j'ai grandi, quand j'aurai grandi, j'aurai un beau mari. C'est ma fille qui ira chercher de l'eau et je serai à la cuisine. Donc, programme enthousiasmant. Mais ce qui m'a étonné, c'est parce que il y a quand même l'autre chanson connue du film, c'est justement celle qui s'appelle en anglais The Bare Necessities, au pluriel, quoi, qu'on pourrait traduire plus ou moins par le strict minimum, le strict nécessaire. Alors évidemment, ça nous dit quelque chose de l'économie de ton film, qui ne garde que une version du strict nécessaire, en enlevant tous les personnages, tous les dialogues aussi, il faut dire, toutes les chansons, toute la musique, tous les gags. Donc il reste effectivement plus grand-chose de ce qui faisait en principe l'intérêt
du livre de la jungle. Mais je trouve intéressant que cette chanson de The Bare Necessities, donc c'est l'ours Balou qui la chante, et si on rentre quand même un peu dans par exemple, les paroles de la chanson, c'est quelque chose de très très différent qui est exprimé, puisque l'idée c'est ne nous préoccupons pas de l'avenir, jouissons du présent, pas la peine de travailler, même ça commence avec les abeilles, il dit que les abeilles travaillent pour lui, elles font du miel et lui il prend le miel, les fourmis, il va les prendre sous les rochers, il les trouve voilà, sans trop se fouler. Bon. Et donc il y a une sorte d'éloge de la société d'abondance, mais pas au sens de Galbraith, mais plutôt au sens des chasseurs-cueilleurs étudiés par Marshall Salins et d'autres. Et donc avec une sorte d'économie d'abondance qui est aussi dans le retrait, dans le pas faire d'efforts, vivre joyeusement et bien. Alors, c'est aussi des animaux racialisés, je ne vais peut-être pas rentrer là-dedans tout de suite, mais donc ça m'intéressait parce que à la fois cette dimension-là, elle est absente de ton film, sauf dans le titre qui, d'une certaine façon, sans nous faire entendre la chanson, nous dit quelque chose qui est contenu dedans. Je sais pas ce que... En fait, c'est rigolo parce que si je ne me trompe pas, la scène avec les abeilles et le miel, c'est dans la version récente. Je ne sais pas si elle se trouve aussi dans l'original. Non, oui, voilà. C'est juste la chanson. Dans la chanson, oui. Oui. Donc cette scène-là, elle est très élaborée dans la version, je l'appelle naturaliste, qui a été publiée récemment, hein, qui était très intéressant pour voir parce que les autres versions de Disney qu'ils ont fait étaient tous des flops. Hein. C'était intéressant de voir comment dans tout ce détail qu'ils avaient dans cette version récente. Mais c'est à dire que donc, cette solitude aussi qu'il y a dans ma version, quand faut pas beaucoup analyser pour voir qu'en effet la chanson à la fin de la fille, c'est quand même un peu aujourd'hui programmer ça, comme sujet, ce serait plus, ça se ferait peut-être dans des cercles d'extrême droite ou ou d'ailleurs, mais disons qu'on pourrait plus. Et je voulais peut-être probablement intuitivement les isoler pour ensuite cette chanson donc à la fin. Mais j'ai fait ça plusieurs fois dans d'autres pièces. C'est attendre à la fin pour avoir un son, pour ensuite donner une forme au film qui vient avant, le silence, ou le peu de son qu'il y a, comme une volume, hein, donc sans parole. Donc un autre exemple est Sunrise, qui est un film complètement dans le noir et il y a une musique à la fin. D'ailleurs, j'ai un goût pour les mauvais tunes. Hein, j'aime utiliser des choses pas très loin cherchées, disons. Et c'était bien, ça appuie la solitude, évidemment, des animaux. Mais quand on pense à l'époque et la génération de 68, toute l'histoire du petit Mowgli, qui est accueilli par des prédateurs, qui donc n'est pas dévoré, donc pas mangé, qui n'arrive pas sur le menu du soir, mais au lieu de ça, accueilli en amour et en amitié, plein d'aventures, qui ensuite quand même, au lieu de rester dans ce paradis, décide quand même il suffit que deux grands mangas yeux suffisent pour le retirer vers la civilisation. Quand on voit ce film, qui, comme d'autres de tes pièces, fait ce que le critique Dirk Snoivert a appelé la déception de l'attente. Enfin,
au début, on peut s'attendre justement avec les prédateurs qui sont sur l'arbre, que quelque chose se passe qui serait de l'ordre d'un récit, puis on se rappelle de Mowgli, et donc quelque chose de plus anthropomorphe. Et puis, en fait, c'est la paresse de l'action, le titre de la soirée que David Carbaut a choisi. Et en fait, on est de plus en plus amené à regarder l'image et aussi cette tension entre le fond, les couleurs du fond, en fait, la manière dont est dessiné et peint le décor, et puis ces personnages vifs qui bougent quand même très très peu. Et on se rend peut-être compte aussi que beaucoup est fait dans le dessin animé à partir du son, de la bande son. Donc quelle est la manière, enfin, comment est-ce que vous avez travaillé avec l'équipe pour créer cette paresse de l'action, en fait, mais cette attention, cette attente qui au bout d'un moment ne se concentre plus, on n'attend plus un récit au bout d'un moment. Je pense souvent que mon spectateur idéal, si ça existe, est celui qui a abandonné tout espoir pour l'animation, pour se trouver encadré par cet aspect de vie qu'il y a dans l'animation. Donc, j'ai souvent recherché ça. Et mon allié, c'est souvent l'arrière-plan. Hein. C'est souvent les choses qui ne sont pas considérées comme acteurs, mais qui sont considérées comme témoins. Et c'est quand même toujours le paradoxe, je pense qu'on avait parlé avant cet après-midi. Quand on a la surface, il nous faut toujours deux choses pour avoir une image. Un, c'est la perplexité, hein, et l'autre, c'est que ce soit plat, qu'il n'y ait pas de profondeur. Donc, et que malgré le manque de profondeur, qu'on a une perplexité. Du moment qu'on a ça comme condition, tout est sauvé. Et donc, dès que ça tombe, on commence à se poser des questions sur l'arrière-plan, l'avant-plan. Et on commence à voir que en fait, l'avant-plan, c'est vraiment une sorte de capital. Hein. C'est l'acteur, l'actrice. C'est là où se passent les choses importantes. Et que, finalement, ça crée deux espaces dans le plat, c'est-à-dire une perspective vers l'arrière, souvent maltraitée. Hein, parce que, d'ailleurs, c'est fascinant de regarder les films à partir de l'arrière-plan. Parce que là, on voit la paresse des producteurs souvent. Mais donc, cette distinction m'a toujours intéressé. Et je pense dans The Pure Necessity, là aussi, en fait, je prends une piqûre et j'enlève toute glucose de l'avant-plan. Ce qui reste, c'est un ballon dégonflé. Et ça m'a toujours intéressé parce que, justement, on parlait de chronométrie, hein, du rapport entre le passage du temps, tout ce qui nous entoure, qui est chronométré. Hein. C'est quand même assez profondément chronométré. Et que l'arrière-plan pourrait peut-être servir comme temps réel, parfois. Et c'était le sujet de Bordeaux Peace à l'époque, où les acteurs étaient remplacés par l'arrière-plan, ici aussi. Et je me rendais compte récemment, finalement, que j'avais quelque chose contre l'être humain qui éclipse l'arrière-plan, quoi. Mais je me disais, tiens, c'est assez difficile, parce que si on regarde cette condition entre perplexité et plat, et le plat, dès qu'on enlève la perplexité, qu'est-ce qui reste, hein? Donc évidemment, la surface ne sert pas vraiment comme... elle a un rapport difficile avec le passage du temps.
finalement, j'ai pas voulu faire un nouveau film. J'ai voulu faire un espace entre le vieux film et le maintenant. De ce point de vue, pour rebondir, moi j'ai l'impression, justement, en voyant le film, une impression assez paradoxale. C'est-à-dire, la première, c'est que finalement, en retirant beaucoup, moi j'ai pas l'impression d'en voir moins. C'est-à-dire, j'ai pas l'impression qu'on a retiré quelque chose de la vitesse à une image qui bougeait très vite, parce qu'en plus, ceux d'entre vous qui ont vu le livre de la jungle, ça n'arrête pas de bouger de plus en plus vite, même jusqu'à la séquence des singes dans le palais, etc., dans les ruines du palais. Et là, on a presque l'impression, au contraire, que d'avoir affaire à des tableaux, c'est-à-dire ça a été, en particulier quand il n'y a que de l'arrière-plan, enfin de ce qui était en principe à l'arrière-plan, et aussi que les personnages, les animaux sont là. Et j'avais presque l'impression, en regardant le film, que pendant un moment, ils bougent juste pour vérifier qu'ils peuvent bouger. Ils sont très économes de leur mouvement. Et voilà, comme s'ils vérifiaient que, bon, ça va. Vérifier qu'ils ont un corps et que ça peut fonctionner, ça va bien. Et aussi, du coup, qu'au moment où on s'installe, enfin, d'un côté, par rapport au film original, justement, on voit les arrière-plans comme des tableaux, d'une certaine façon, ce qu'on ne peut pas voir dans le film de Disney, parce qu'ils sont justement à l'arrière-plan et que ça bouge beaucoup, etc. Donc, on les voit, et au moment où ils sont en train de devenir tableaux, ça bouge, et donc on ne peut plus les voir comme des tableaux. Donc, on est un peu dans une sorte d'entre-deux, me semble-t-il, entre arriver à les voir comme des tableaux alors qu'on ne peut pas les voir comme des tableaux d'habitude, et puis au moment où ça va peut-être se produire, c'est cassé, et part justement du mouvement, même parfois très local, à la périphérie du champ de vision, alors que tout le reste immobile. Oui, c'est pas pour rien qu'on appelle ça l'animation, c'est donner vie à matière inerte. Dans la durée. Mais récemment, j'ai étudié un petit peu quelque chose. C'est un acteur qui a été, qu'on voit son portrait, c'est une étude de portrait d'un acteur respirant. Il fait rien du tout. Il est là, il respire, il est filmé. Et ensuite, son scan en 3D. Et je me disais, tiens, c'est marrant, dès qu'on a l'impression qu'il arrête de respirer, il y a une forme de panique qui s'installe, qui ne s'installerait pas si j'étais certain de voir son film, de voir le type disons, filmé. Et je me disais, tiens, c'est vrai qu'il y a une nouvelle problématique qui arrive avec... Bon, en futur, il y aura plus d'acteurs et ce seront des formats d'acteurs qui seront animés. Il y aura une difficulté avec les poses, hein, puisque les poses vont très vite renvoyer aux paniques de la mort, que ce soit mort, pendant qu'il y avait une certitude que même quand on a quelqu'un qui est entièrement silencieux et calme, mais qui respire, quand on a cette certitude, on est dans une certaine confiance. Ça, d'un côté, et de l'autre côté, ce que j'avais oublié aussi de dire par rapport à l'aspect que, voilà, nous sommes là ce soir, assis l'un à côté de l'autre, hein, et avec un objet qui est à l'avant, la projection ou nous, mais on est quand même assis à côté de l'un et l'autre. Ce qui est un aspect de se trouver ensemble dans un lieu en silence, qui est un aspect qui a quand même trouvé sa prolifération après la Seconde Guerre mondiale. Et j'en ai parlé avant, et je me suis toujours demandé, est-ce que cette façon, aussi avec la télévision évidemment, est-ce que cette façon de s'asseoir l'un à côté de l'autre dans une salle avec plusieurs centaines, et de regarder finalement de nouveau cet aspect-là, hein, est-ce que c'était peut-être une façon de se parler par le film,
sans se dire rien du tout. Donc c'est une façon de... Et ça me faisait penser, est-ce que en 68, par exemple, cet aspect de se retrouver ensemble dans le cinéma, est-ce qu'il était peut-être déjà pas complètement différent d'aujourd'hui, hein, que je comprends très bien que le cinéma existe toujours, il est devenu plus petit peut-être, mais il est quand même toujours assez vivant, j'espère, je ne sais pas, parce que je ne vais jamais. Donc je ne parle pas de film-action, hein, mais tout ce qui est entre. Est-ce que ça toujours... Est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce que ça a le même rôle d'après-guerre ou est-ce que ça a été dissolu dans la matière post-Thatcher de l'individu et sa famille, hein, et que en dehors de ça, il y aurait pas une société, hein. Je pense qu'elle avait dit d'ailleurs littéralement que c'est quoi les sociétés? Je connais les familles et les individus, mais en dehors de ça. Et donc voilà, peut-être, c'est que maintenant que je me rends compte que cette salle de cinéma servait à plus qu'à voir les films. Un endroit hétérotopique, comme on a dit Oui. tout à l'heure.